Alors Élise Castin, avant d'imaginer la structure et de parler en détail de l'étude qui vous a été commandée, peut-être un œil d'abord sur le constat, et notamment chez nos voisins européens. Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous présenter ces résultats préliminaires sur cette étude du service public régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Effectivement, avant de commencer, nous avons réalisé une étude comparative auprès de 5 pays européens. L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne et l'Italie. Qu'avons-nous observé? Quel que soit le taux de chômage, la taille du pays ou le nombre d'habitants, la région est toujours considérée comme le meilleur niveau d'animation de ces politiques intégrées de territoire. C'est un principe fondateur de l'action régionale, une évidence culturelle qui d'ailleurs ne faudrait pas omettre lorsque nous commençons à comparer des dispositifs ou des modes de gouvernance. La singularité française, où nous avons un État qui définit et qui met en œuvre des politiques d'emploi auxquelles sont simplement associés les régions et les partenaires sociaux, lorsqu'il s'agit de la décliner, d'ailleurs un étonnement chez nos différents interlocuteurs. Qu'avez-vous observé en ce qui concerne les politiques de l'emploi chez nos voisins européens? Alors, la première chose à savoir, c'est que déjà, il existe une distinction toujours, sauf au Danemark, entre indemnisation, qui relève plutôt du niveau fédéral et de l'État, et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, qui est toujours la compétence de la région. Cette compétence est par ailleurs toujours imbriquée avec la formation professionnelle de ces demandeurs d'emploi. Donc pourquoi un pilotage à la maille régionale de ces compétences est si évidente chez nos voisins européens? Tout d'abord parce qu'il considère qu'il permet de traiter plus efficacement la question de l'accompagnement des parcours professionnels et l'appui aux mobilités. C'est une préoccupation forte également chez nos voisins. Ensuite, parce qu'il considère que ce pilotage à la maille régionale permet d'assurer une proximité réelle auprès du bénéficiaire et garantir un service de qualité et réactif. Un autre point marquant de notre étude est la place des partenaires sociaux, c'est-à-dire le travail avec les représentants des entreprises et des salariés dans ce schéma de pilotage. En effet, le tripartisme est très marqué chez plusieurs de nos pays voisins dans la gestion de ces différentes compétences. En Allemagne, au Danemark et en Belgique, là d'ailleurs où le taux de chômage est le plus bas, on parle même de cogestion. En Italie, c'est le principe de co-investissement entre des fonds paritaires et des régions au service de projets territoriaux qu'il est très intéressant de noter. Je vais juste m'attarder un petit peu plus sur le cas de l'Allemagne. En effet, ce pays dispose d'une agence fédérale, l'ABA, une agence au service de l'emploi, mais celle-ci ne vient pas imposer une stratégie unique qui vient d'en haut. Au contraire, elle met à disposition des moyens et des outils au service des stratégies et des politiques qui sont définies au niveau régional. Plus généralement, dans l'ensemble des pays, l'État conserve un rôle de régulateur et de législateur, mais la mise en œuvre sur le territoire est toujours du ressort de la région, contrairement à la situation française. On est sur le modèle français. Élise, on connaît ce modèle français, mais qu'en est-il exactement? Alors, pour réaliser cet état des lieux institutionnel, nous avons fait l'exercice autour de 2 cartographies. Vous allez le voir, elles parlent plutôt d'elles-mêmes. Sur la première, nous avons dressé un état des lieux des acteurs que nous avons positionnés tout au long du cycle de vie des politiques emploi-formation. Vous voyez, de la partie de l'observation jusqu'à la mise en œuvre, de façon verticale ici sur le schéma. Nous avons dressé cet état des lieux par entrée bénéficiaire, les demandeurs d'emploi, les jeunes, les salariés et les entreprises. Qu'avons-nous observé? Le premier constat, c'est qu'au niveau de l'observation, justement, on a des acteurs multiples, fragmentés, qui d'ailleurs réalisent ces observations sur des temporalités et une réactivité plutôt variable. Lorsqu'on parle de la définition des orientations, du financement ou de la coordination, c'est une mosaïque d'acteurs qui apparaît. Cela implique des fronts de pilotage, des stratégies sur les dispositifs et sur le financement qui sont extrêmement variés. Enfin, quand on regarde les acteurs qui sont directement en contact avec les bénéficiaires, on constate un éclatement d'acteurs, et ce contre toute bonne logique d'un parcours bénéficiaire efficace. Vous voyez au regard de cette image toute la complexité qui s'affiche ici et qui est vraiment réelle au sein des territoires. C'était l'effet escompté. Ça montre la complexité aussi du modèle. Et Élise, d'ailleurs, dans cette complexité que vous décrivez, les régions font leur possible, François Bonneau le sait, et tous les présidents ici le savent très très bien. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de solutions. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, faire un panorama et vous nous proposer ce genre de solutions?
Alors tout à fait. Je noterai juste avant que toute cette complexité se réalise en bout de chaîne pour le citoyen, avec une problématique de concurrence sur les dispositifs, une perte de visibilité et de lisibilité pour le bénéficiaire, et globalement un manque de réactivité dans les réponses qui sont apportées aux entreprises et aux individus. Donc pour en revenir justement aux actions que mettent en place les régions, nous en avons recensé jusqu'à 150. Elles se réalisent réellement au service de 2 continuums clés sur notre sujet. Le premier, c'est le continuum des compétences, c'est-à-dire de l'imbrication entre le développement économique, l'orientation, la formation et l'emploi. Et le deuxième, c'est le continuum autour des parcours tout au long de la vie, là où la région vient réaliser ce vrai rôle d'ensemblier au service du citoyen. Nous pouvons dresser 3 enseignements de ce panorama. Le premier, c'est que la région sait organiser les coopérations au service des continuums. Plusieurs régions nous ont fait remonter un certain nombre de gouvernances plutôt originales qui permettent de venir bien combiner ces compétences et rendre plus opérationnelle et plus efficace l'action au service des territoires. La deuxième chose, c'est que la région innove et crée des dispositifs adaptés à son territoire. Par sa proximité, elle permet de créer des offres réellement coûts humains, des dispositifs et des outils numériques qui permettent d'observer, mais aussi de venir accompagner au plus près les différents individus. Enfin, la région, elle est agile et elle est précise. Et contrairement à nos premiers postulats lorsque nous avons démarré cette étude, on se rend compte du rôle d'animateur de la région, et ce, au niveau infrarégional. Elle déploie des équipes, elle conventionne avec les EPCI, les départements. Globalement, elle a un vrai rôle d'impulsion auprès des réseaux d'acteurs, et ce, pour une dynamique qui est indispensable au niveau des territoires. Chère Élise, vous savez que le gouvernement a un horizon de plein emploi d'ici 2027, on va en parler évidemment dans un instant. Vu les conditions actuelles, c'est possible ou pas? Et puis, quel serait le rôle des régions dans cet acteur-là? Bien sûr. Alors, le gouvernement a une ambition affichée, de plein emploi. Aujourd'hui, nous avons 7,4% de taux de chômage. Et malgré tout, un marché du travail très dynamique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce marché du travail est aussi très disparate en fonction des zones d'emploi, en fonction des régions, en fonction des départements, ici vous le voyez bien. Et ce qui est plutôt étonnant, c'est que ces dernières années, cette dimension était plutôt passée sous silence, alors qu'il semble évident que la question de l'emploi ne peut être traitée en dehors des réalités économiques et sociales des territoires. Une politique uniforme de l'emploi ne lutterait pas efficacement contre ces disparités. En d'autres termes, l'ambition de plein emploi passera nécessairement par des politiques locales et intégrées. Justement, pour piloter ces politiques, les régions disposent d'atouts qui sont indispensables, mais surtout qui lui sont exclusifs. La région est celle qui répond le mieux aux besoins de réactivité. En effet, elle est capable de réaliser ses états des lieux unifiés, de mettre en place des cycles courts, et ce jusqu'à l'évaluation de sa propre action. Deuxièmement, la région est la seule en mesure d'impulser la nécessaire dynamique territoriale au travers d'une stratégie unique. Elle peut tout à fait le faire en combinant les outils de l'État, les outils des partenaires sociaux et ses propres outils. Enfin, la région est en capacité d'animer des réseaux. C'est dans son ADN et nous l'avons vu, elle dispose déjà d'une capacité opérationnelle pour le faire, et ce, jusqu'à la maille la plus fine. Donc pour atteindre le plein emploi, la simplification par la réduction du nombre d'acteurs ne semblerait pas tout à fait suffire. C'est bien le principe de subsidiarité qui est un enjeu majeur d'amélioration ici. À ce stade de nos travaux, nous constatons donc que les régions disposent d'un certain nombre d'atouts pour piloter justement ces stratégies locales en matière d'emploi. Merci beaucoup, Élise Castin, qu'on peut applaudir pour cette présentation. Chère Élise, si vous voulez bien nous rejoindre. Voilà, on va faire quelques mots, évidemment, de débat pour recontextualiser tout ça. François Bonneau, je le disais, vous êtes le président, évidemment, de la commission éducation, orientation, formation, emploi pour la région de France, président de la région Centre-Val de Loire. C'est vous qui avez aussi piloté cette étude. Est-ce qu'on peut la mettre en regard du projet France Travail aujourd'hui qui est fait par le gouvernement? Oui, mais je veux dire avant dans quel cadre on travaille. On travaille dans un cadre qui est totalement nouveau. On a un changement de paradigme sur ces sujets d'emploi qu'aucun expert n'avait vu venir, en tous les cas dans le rythme et dans l'ampleur dans lequel il se déroule. Nous étions il y a quelques années, 5 ans, pas beaucoup plus,
dans une organisation de l'action publique autour de la lutte contre le chômage de masse. Et on travaille ces sujets dans un paradigme qui fait de la compétence un enjeu fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on assiste véritablement à une pénurie quasiment de masse, en tous les cas dans un très grand nombre de domaines, une pénurie de compétences. Et l'action publique, elle est convoquée par rapport à cela. Il y a à la fois les 7,4% de chômeurs, il faut continuer à travailler, c'est extrêmement important, mais il faut au même moment répondre à cet enjeu, qui est un enjeu économique, qui est un enjeu social, qui est un enjeu de stabilité pour notre société, je veux le dire, et de la même manière, quand on écoute, il y a là un certain nombre de chefs d'entreprise, quand on écoute les chefs d'entreprise, ils nous disent concrètement, il y a 5 ans, 10 ans, on recevait un demandeur d'emploi, un technicien, un ingénieur, un homme, une femme. On parlait assez vite de ce qu'on était capable de faire en matière de salaire. La question nous était posée par le demandeur. Aujourd'hui, ce sujet vient éventuellement en fin de discussion, mais ce qui vient en premier, c'est le sens des choses, c'est le projet de l'entreprise, ce sont les valeurs de l'entreprise et c'est la manière dont une personne, un futur salarié va s'investir. Je veux le dire parce que quand on pose cette question de l'emploi, il faut la poser dans un contexte, il faut la poser dans la société d'aujourd'hui. Alors, oui, je vous parle de travail. Voilà. Pour répondre à ces enjeux, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut une verticalité ? C'est la question que nous posons quand nous discutons avec le gouvernement. Est-ce qu'il faut une nouvelle verticalité ? Une agence sur le travail, etc. On est prêt à discuter. Mais est-ce qu'il faut une nouvelle verticalité ou est-ce qu'il faut prendre en compte 2 continuums ? Un continuum qui est absolument indispensable pour nous, qui est le continuum entre le développement économique et social, la formation, et au milieu, le maillon fondamental, celui de l'emploi. Donc créer véritablement un continuum. Nous avons la responsabilité, avec d'autres, mais centrale, d'accompagner le développement économique sur nos territoires. Nous avons la responsabilité de mettre en œuvre la formation. Au milieu de ça, en lien direct avec ça, faisant lien de tout cela, il y a l'emploi. Et nous revendiquons une réforme qui permette ce continuum. Le deuxième continuum par rapport aux salariés, par rapport aux jeunes, c'est la perspective et c'est la formation tout au long de la vie. On veut aborder ça d'abord par les finalités, d'abord par le contexte économique, d'abord par le contexte social, d'abord en prenant en compte ce que sont aujourd'hui les valeurs des jeunes qui rejoignent le marché du travail. D'accord. Dans vos relations avec le gouvernement, on sait que la présidente Carole Delga a rencontré évidemment le président de la République. Il y a aussi une discussion avec Elisabeth Borne, le discours attendu cet après-midi. Tout ça, c'est sur la table ? Tout ça, c'est sur la table. Avec une très forte détermination des régions, nous avons fait la preuve dans pas mal de domaines que la régionalisation, que l'écosystème régional, quand il sait encore plus se projeter au niveau d'un bassin d'emploi, que l'écosystème régional est le creuset à partir duquel on peut aller vers l'efficacité, vers la réactivité, c'est absolument indispensable. Donc nous posons cela. S'il s'agit d'un habillage d'une nouvelle verticalité, on ne sera absolument pas en accord. Pas en accord, c'est-à-dire pas présent ? Si France Travail, c'est une nouvelle verticalité qui refait une décision prise à Paris qui doit se décliner de la même manière, etc. Moi, je vous donne un exemple. Quand Pôle emploi a, à un certain moment, partout en France, au même moment, la priorité donnée aux chômeurs de moins de 3 mois, et puis que nous avons dans nos territoires des entreprises qui, aujourd'hui ou demain, ont besoin de compétences, mais ont besoin de compétences parfois avec des femmes et des hommes qui sont engagés dans la vie professionnelle, se trouvent au chômage et doivent reprendre une activité. Ces formalisations complètement artificielles, on n'en veut plus, on veut être hyper réactif. Donc pas de verticalité, on veut une responsabilité de chef d'orchestre, on veut une responsabilité d'impulsion, de coordination, parce que c'est le moyen de faire efficace, c'est le moyen de faire réactif, et donc on est très très ouvert pour discuter de cela. Mais je voudrais ajouter un point.
La verticalité, c'est le contraire de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le contraire du quadripartisme. Il y a là un grand nombre de personnalités qui représentent les acteurs civils, engagés notamment dans les Césaires. On a besoin à la fois des représentants des employeurs, des représentants des salariés, des représentants des territoires, pour écrire ces politiques à l'échelle des problèmes qui se posent. Et donc c'est le territoire, c'est la région et c'est le bassin d'emploi. Ça veut dire un vrai dialogue social régional? Ça veut dire oui. Ça veut dire un écosystème qui est reconnu avec des outils et un pilotage qui met à l'échelle des régions, bien évidemment, la responsabilité de la région, bien évidemment la parole de l'État et les grandes orientations qui sont fixées, bien évidemment les représentants des salariés. Et nous voulons que ce service public régional de l'emploi et de la formation soit la nouvelle chaîne, véritablement le nouveau paradigme dans lequel on va retrouver des énergies, dans lequel on va être compris et surtout dans lequel les citoyens vont se retrouver. Parce que ça, c'est absolument fondamental. Parce qu'évidemment, on est aujourd'hui face à cela. C'est-à-dire que si je suis un demandeur d'emploi, je vais pouvoir m'adresser à la région va pouvoir faire pour moi. C'est le but, évidemment. Il faut faire du concret, François Bonne. Quand on a un demandeur d'emploi qui se dit, tiens, il y a des actions qui sont pilotées par l'État, achetées par l'État, etc. Tiens, il y a des actions qui sont pilotées par la région. Tiens, il y a un service public qui traite de ça, un autre qui traite d'autres choses. Honnêtement, on n'est pas au bon niveau. La même chose pour les entreprises. Moi, j'ai lancé dans ma région les cordées du territoire. Les cordées du territoire, c'est sur chaque bassin d'emploi la réunion des acteurs, de l'ensemble des acteurs pour analyser, faire le diagnostic du territoire. Aujourd'hui et demain, il faut projeter. Et puis, quelles formations sont nécessaires? Quel accompagnement spécifique en direction des différentes catégories de demandeurs d'emploi? Comment on prend, je me permets de le dire, comment on prend en compte les trajectoires des salariés? C'en est complètement terminé parce que l'économie l'impose, mais aussi parce que les personnes le souhaitent. C'en est complètement terminé de ces trajectoires de 20 ans à 60 ans. On fait la même chose. Il y a des évolutions à prévoir. C'est de la gestion très, 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 très intéressante, très fine, à la fois des projets des personnes, des projets des salariés. C'est la mise en place des formations qui correspondent. On est en train de mettre en place sur les territoires en France ce qu'on appelle des tiers-lieux. Les tiers-lieux, c'est quoi? Ce sont de nouveaux espaces dans lesquels on va mettre en place de nouvelles initiatives, de nouveaux pilotages, des tiers-lieux formation souples qui s'adaptent aux réalités. C'est absolument fondamental, mais ça suppose que ça se discute sur le territoire. Bien et sûr. Pas à Paris. Élise Castin, d'un mot pour conclure, cette étude, elle est toujours en cours. Oui, c'est ça. Effectivement, l'étude, elle est toujours en cours. On a trouvé des exemples extrêmement intéressants que je n'ai pas pu vous décrire aujourd'hui avec précision chez nos voisins européens, qui viennent décrire justement cette action très locale entre les différents acteurs et pilotée, je le répète, sur un principe de tripartisme, toujours très très présent. C'est vraiment ce qui nous a marqué. Et aujourd'hui, à ce stade de nos travaux, on constate que les régions ont un certain nombre d'atouts assez indispensables pour vraiment venir apporter, animer cette stratégie locale et ces politiques locales sur l'emploi. Donc, à suivre. Et vous attendez, j'imagine, énormément du discours de cet après-midi et on conclut là-dessus. Discours très très important sur ce point comme sur un certain nombre d'autres, bien évidemment. Renaud Muselier le disait ce matin, Carole Delga hier, on est extrêmement désireux d'entendre la disponibilité du gouvernement pour les évolutions qui sont indispensables rapidement. Et en termes d'études, il y a un travail extrêmement sérieux. On a regardé ce qui se passait ailleurs, on regarde les forces et faiblesses de notre système et notamment la nécessité de changer de paradigme. Nous ouvrons une deuxième phase de l'étude qui va être les différents scénarios dans lesquels on pourrait aller. Et le scénario dans lequel nous souhaitons véritablement nous inscrire est un scénario d'efficacité, de réactivité, est un scénario de continuité qui prend en compte à la fois les besoins économiques, les besoins du territoire et les besoins des populations. J'ajoute un point, pour arriver à cela, on a besoin de travailler avec les autres collectivités territoriales et dans la phase qui s'ouvre, on va avoir, dans le cadre de l'étude, des discussions avec les autres niveaux de collectivités territoriales, comme avec les grands acteurs sociaux qui sont les représentants des entreprises et des salariés. Merci beaucoup. Il me reste encore une fois à vous remercier pour cette étude, pour cette présentation. Merci de les applaudir, bien évidemment.